Bonjour à tous, bienvenue dans une vidéo que j'avais promis de faire, et qui m'encourage à me poser des questions sur le chemin qu'a pris ma vie. Il s'agit de parler de Kindred the Embraced, donc littéralement les membres de notre famille, qui ont été étreints. En français, traduit sous un nom que je trouve beaucoup plus classieux, qui est Kindred le clan des maudits, qui marche plutôt bien, qui est une courte série apparue sur la Fox dans les années 90, plus précisément 96, qui a duré 7 épisodes, dont un épisode supplémentaire qui n'a pas été diffusé, qu'on peut trouver par des puissances obscures sur Internet. Pour rappel, cette série est entièrement disponible sur YouTube. Là, visiblement, la Fox n'a pas grand-chose à faire, et cette série est considérée essentiellement comme du Lost Media, donc quelque chose qui n'est pas libre de droit, mais pour lesquels les ayants droit n'ont pas envie vraiment de sortir de se bouger pour mettre des strikes et des copyrights. Donc j'espère que ma vidéo sera pas flinguée parce que je vais utiliser quand même beaucoup d'extraits de cette série. Alors, il faut replacer un peu les choses pour comprendre ce qui s'est passé. Le Vampire la Mascarade, en 95, est au paroxysme de sa toute-puissance, ça se vend très très bien. On est juste au début de Magic the Gathering. On rappelle que Lisa Stevens, qui était l'une des dames, qui a quand même créé White Wolf, hein, c'est pas non plus n'importe qui, est partie filer un coup de main à des gens qui voulaient créer une petite boîte qui s'appelait Wizard of the Coast et qui voulait aussi créer Magic, simplement. Il se trouve qu'elle bosse beaucoup avec Richard Garfield, celle qui va être la chef du marketing, et elle va faire énormément de pognon pour cette boîte, en fait, et vraiment faire exploser ce marché d'une manière absolument incroyable. Si vous ne me croyez pas, preuve en est, regardez les chiffres, et regardez aussi un peu la connexion qui existe entre White Wolf de l'époque et Magic the Gathering, parce qu'il y a énormément de dessinateurs des classiques dont je parle dans toutes mes vidéos qui sont présents. Je pense notamment à Ron Spencer, qu'on connaît pour ses loups-garous poilus, qui lui va exploser littéralement, enfin faire, je sais pas, il va faire quasiment 100 ou 200 illustrations sur la V1 et la V2 de Wizard et de Magic, il est toujours rappelé. Donc on est quand même à une époque où le jeu de rôle se vend plutôt bien, même si par exemple TSR commence un peu à tousser sévèrement. Mais par contre pour White Hall tout va bien. Vampire se vend très très bien, Loup-garou se vend bien, Mage plutôt pas mal, et on continue à enchaîner sur, on est au quatrième jeu, Wraith, qui commence à être celui plus conceptuel qui va se vendre un peu moins bien. Mais passons. En tout cas, il y a vraiment une sous-culture, en plus on est vraiment sur la fin de la sous-culture gothique, qui va permettre de booster les ventes de ce jeu, et surtout il y a un truc essentiel, c'est la présence du LARP. Donc le LARP c'est Live Action Role Playing Game, donc c'est les GN. Pour Vampire c'est extrêmement simple, parce qu'il suffit d'avoir des salons, des gens déguisés pour aller vite en dentelle, et un peu avec beaucoup de maquillage, et vous avez votre intrigue de vampire, les disciplines étant représentées essentiellement par toutes sortes de petits descriptifs, mais ou des cartes. À partir de là, il se trouve qu'il y a des gens qui sont très très doués chez White Wolf. Des gens qui sont d'un talent exceptionnel, et je suis sûr que la principale raison pour laquelle White Wolf carbure à ce niveau-là, au début des années 90, ça va être des gens ça va être des gens comme Chris McDonough, donc la personne qui fait les maquettes, parce que par exemple White Wolf est connu pour avoir des... On peut penser ce qu'on veut du contenu, mais le contenant est exceptionnel, c'est très bien illustré, c'est très très carré au niveau de la mise en page, il n'y a pas beaucoup de fautes, c'est propre, vous avez des gens qui bossent très très bien sur le marketing, c'est pour ça que je parlais de Lisa Stevens, mais il y en a d'autres qui sont arrivés entre-temps, qui vont faire du très très bon boulot. On va avoir des concepteurs et des producteurs de gamme comme Andrew Greenberg, qui est l'un des pères fondateurs pour aller vite, qui vont rester, qui vont faire du très très bon boulot. Et tout ça, bah, j'occulte quelqu'un qui est Mark Reinagen. Mark Reinagen est officiellement le fondateur de White Wolf, enfin plus ou moins avec les frères Wick, qui étaient d'excellents businessmen. La preuve en est, hélas, il y en a un qui est mort, mais l'autre, c'est lui qui a créé DriveThru RPG. Donc le site où vous achetez tous les PDF de jeux de rôle, c'est lui qui le gère. Donc c'est pour vous montrer qu'il a quand même de la suite dans les idées, le petit père. Et tout autour de lui, donc, il y a toute une cloque de gens qui sont très 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 doués, autant en création qu'en marketing, j'en passe et des meilleurs. C'est pas pour rien aussi que beaucoup d'écrivains de chez White Wolf sont partis dans le jeu vidéo pour être des game designers, des écrivains, des producteurs. Pour une industrie qui est quand même beaucoup plus violente en soi, c'est que c'était vraiment des gens très, très, très talentueux. On ne peut enlever à Mark Reinagen la création, au moins de Ars Magica, et des concepts de vampires. On oublie beaucoup de dire que la création de vampires est comme beaucoup, beaucoup de productions, que ce soit du jeu vidéo, du film, quelque chose de communal. Communal dans le sens où Mark Reinagen ne va pas être seul, et d'autres idées vont venir d'autres personnes. On rappelle par exemple que Chris McDonough, qui était le maquettiste, et le mec qui faisait les quatrièmes de couverture, est la personne qui a suggéré d'utiliser les clans,
que les disciplines est une suggestion de Andrew Greenberg, si je dis pas de bêtises, parce qu'on partait du principe que faire un jeu d'horreur pur ne se vendrait pas, sauf si on s'appelle évidemment l'appel de Cthulhu. Donc mettre des pouvoirs de super-héros, ça pouvait aider à vendre la chose, et ils avaient parfaitement raison. Je vous encourage à discuter avec des novices de jeux de rôle, les faire jouer à Vampire, et leur demander ce qu'ils ont préféré. Je peux vous garantir que évidemment l'intrigue politique va beaucoup, ils vont beaucoup apprécier, mais je peux vous parier que les archétypes de clans et les disciplines seront au cœur de l'expérience la plus, enfin des retours positifs que vous aurez. Et ça, j'en suis à peu près sûr. Donc, Mark Reinagen est en 95 à la grosse tête. À la très grosse tête, il se pense intouchable. Et il va donc aller vers l'étape suivante qui est en fait de la suggestion d'aller voir Hollywood pour faire un film ou une série télé. Et c'est là où les embrouilles commencent, puisque il va y aller en sa propre personne, sans en parler à l'équipe qui est très naissante, hein, mais l'équipe légale de White Wolf, sans vraiment, tout en pensant que c'est lui un peu le seul propriétaire de ça. Alors je suppose que les frères Wick ont dû dire oui, oui, vas-y. Je pense pas qu'il est parti complètement tout seul, mais en tout cas, il part à Los Angeles, il commence à rencontrer des studios, et il n'a pas l'idée d'avoir une représentation judiciaire, enfin une représentation législative de sa part. En gros, quand vous allez à Hollywood, c'est une histoire que je connais, euh, les gens d'Hollywood sont spécialisés dans ce qu'ils font, à savoir gérer leur argent. Il y a ce qu'on appelle la comptabilité d'Hollywood. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous savez, par exemple, le Spider-Man de Sam Raimi, donc, qui est l'un des films qui a le mieux marché en termes de super-héros qu'il a lancé, est un flop. Officiellement, il n'a pas rapporté d'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un montage financier qui a été fait par le studio, qui était Sony, je crois, pour pouvoir en fait mettre en négatif, enfin, le classer comme perte, et donc montrer et donc supposer à la fin en fait que c'est une perte, et donc ils peuvent éviter de payer trop d'impôts sur Spider-Man. Les exemples sont légion. Je suis pas un expert, mais en gros, l'idée c'est que vous créez une sorte de millefeuille extrêmement complexe et inconcevable à part pour les gens qui sont spécialisés de la finance et de la comptabilité, ce qui permet au studio de toujours se débrouiller, avoir des revenus, enfin avoir des pertes, et donc du comment payer moins d'impôts, et donc sortir beaucoup mieux que si le film marchait du feu de Dieu. C'est aussi pour ça, par exemple, que David Zaslav, qui est toujours d'ailleurs pour l'instant le directeur de la Warner, a tué des films comme le Batwoman, pardon, le Batgirl, qui était avec Brendan Fraser notamment, qui était fait par des réalisateurs, il me semble, je suis pas sûr, du marocain, qui était un peu mais le film était fini, le film a été coupé. Pareil, ils ont fait un film qui est très très drôle, qui a été repris par un autre Majors, qui s'appelle Coyote versus Acme, qui va sortir, où en gros c'est Coyote de Bibi P. Coyote qui fait un procès à l'Acme parce que leurs produits marchent jamais, en fait, pour tuer le coyote, le Bibi. Toutes sortes de choses. Pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, c'est plus facile de dire ah bah le film n'a pas marché. Enfin, si je sors pas le film, déjà je paye pas le marketing et ça a été une perte. Donc c'est pour vous montrer un peu l'état d'esprit présent à Hollywood quand Mark Reinagen arrive un peu la bouche en fleurs, lui qui est plutôt un game designer, donc c'est un mec qui crée des jeux de rôle, des jeux de société, mais qui n'est pas forcément un mec qui a la fibre marketing ou financière. Oubliez pas, c'est ses potes, hein, c'est pour ça, quand je vous parle de Lisa Stevens, c'est pas juste pour faire une digression, c'est pour vous montrer qu'il y avait des gens extrêmement intelligents, et il y a une autre personne qui a collaboré, qui a quand même, dont, et là j'ai plus le nom en tête, mais qui était une des dames, une première dame à bosser chez White Wolf, qui est partie et qui a fondé Paizo notamment, qui a fondé Green Ronin, donc c'est pour vous montrer des boîtes qui existent encore et qui perdurent. Donc c'est pour montrer qu'il y a vraiment des gens qui avaient l'acumène financier. Donc, Mark Reinagen arrive, la bouche en fleurs, et commence à rencontrer pas mal de gens, et il n'a pas l'idée d'avoir une représentation, d'avoir un agent, ce qui fait que il arrive finalement face à la Fox, où il va rencontrer notamment Aaron Spelling, qui est le très très grand monsieur des soap opéras. Aaron Spelling, c'est Melrose Place, c'est Beverly Hills, donc c'est un type qui est spécialisé, qui a bossé sur Dynasty, c'est un type qui est spécialisé depuis 30 ans dans la création de soap opéras journaliers. Donc, quand on parle de soap opéra, je vous rappelle, si vous êtes d'un temps, enfin, si vous êtes assez jeune, vous n'avez pas connu, mais il y avait beaucoup ce qu'on appelle les daily soap opéra, donc je sais pas si ça passe encore en France, mais moi, quand j'étais petit, il y avait Amour, gloire et beauté qui passait sur France 2 avant les dessins animés. Donc, en fait, c'est des séries qui existent à l'infini, où c'est des gens très très beaux qui passent leur temps à se tromper, à coucher ensemble, à se trahir, et c'est évidemment avec une photo qui est dégueulasse, des scénaristes qui sont sur les nerfs, parce qu'en fait, il faut que toutes les semaines, ils inventent des nouvelles histoires, donc des gens qui apparaissent, qui disparaissent.
C'est des institutions qui donc notamment, alors j'ai pas le nom en français, mais les plus connus, c'est The Young and the Restless, qui est une des plus vieilles séries qui existent, des soap opéras qui existent aux États-Unis. Hôpital Général, d'ailleurs, c'est rigolo parce que Hôpital Général, donc c'est une série qui existe depuis maintenant, quasiment c'est un soap opéra de 80 ans et l'un des acteurs dont on va parler, qui s'appelle Jeff Cober, qui joue le Nosferatu dans Kindred the Embrace, est depuis 5-6 ans à l'affiche et ça lui permet d'avoir un peu de cash. Donc Spelling arrive, il écoute très bien et il se dit bon bah en fait il y a une idée derrière ce que me dit parce que Mark Renagan essaie de vendre son truc en disant bah voilà moi j'ai un pitch de série horrifique avec des clans de vampires qui se battent, il y a de l'érotisme, il y a aussi une sorte de conflit interne, mais il y a beaucoup de politique parce que c'est des clans qui chacun en fait se battent pour avoir le contrôle de la ville sous l'hégémonie d'un prince et son conseil de primogènes qui sont des très très vieux vampires qui sont des représentants de chaque clan. Spelling, et en tout cas les gens avec qui ils bossent, se disent il y a vraiment un concept, il y a une très très bonne, il y a des bonnes idées là-dessus, et surtout je peux moi en faire concrètement un soap opéra ou quelque chose qui marche dans ce sens-là. Et je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais je pense qu'il a raison. Je pense qu'en fait la meilleure façon, Vampire la Mascarade, dans l'idée de d'éviter de tuer des vampires, d'éviter les effusions de sang, marche très très bien en tant que soap opéra, et concrètement, je vais être très très méchant, Vampire la Mascarade est par essence un soap opéra. Puisqu'il y a très très peu de gens qui meurent, puisque concrètement c'est toujours ah t'es mon pote et puis mon pote tu m'as trahi mais tu m'as retrahi et machin, et que finalement si c'est joué comme le voudrait disons l'art du conteur, il n'y aurait pas tellement d'effusion de sang, ou alors c'est sur des mecs un peu random qui passent, c'est le sabbat qui passe qui se fait one shot, mais les principaux anciens personnages qui sont les piliers de la ville ont tendance à disparaître comme ça. C'est pas, on peut pas jouer des murder hobos à vampires. C'est très très compliqué, surtout quand on joue un jeune vampire. Donc on se fait manipuler, donc on demande des faveurs. Donc c'est parfait. Le soap opéra en essence est parfait pour jouer à Vampire la Mascarade, c'est évident. Et pour faire une série télé derrière. Donc Spelling voit le truc et commence en fait à. Bon, il laisse un peu les gens de la Fox dire ok, bah je vais être producteur, je donne mon go, vois ça avec les gens de la Fox. Plusieurs choses à retenir et maintenant c'est comme dans Kagemusha, il y a plusieurs points de vue. Le point de vue de Mark Reagan, c'est qu'il a commencé à discuter avec un scénariste qui a noté toutes ses idées, où il a fait un résumé qu'on peut estimer propre en fait de ce qu'est Vampire la Mascarade, sur les concepts du jeu, sur la bête, sur les clans, sur la camarilla, sur le sabbat, sur le principe du djihad, le principe de la guerre des anciens contre les jeunes, les anarches, j'en passe et des meilleurs. Le type a pris des notes, et d'après Mark Reagan, ces notes n'ont jamais servi à quoi que ce soit. Et il a vu le résultat qui était Kindred the Embrace, dont on va parler tout de suite. Toutefois, quand on se met du point de vue des majors et quand on se met du point de vue des autres gens de White Wolf, le constat est un peu différent. Les autres personnes de White Wolf estiment que Mark Reagan est donc allé à Hollywood sans aucun suivi, sans aucun conseil juridique, sans aucun agent. Les gens de la Fox, très malins, lui ont dit bah c'est pas grave, on peut te proposer, tu vas être supervisé par nos propres, un de nos agents en fait. Donc on va te donner quelqu'un du conseil judiciaire de la Fox, qui est l'une des majors. On rappelle la Fox à cette époque-là, c'est les Simpsons, c'est X-Files, c'est King of the Hill, donc c'est vraiment un truc énorme. Et on dit bah il y a pas de souci, tu vas bosser avec nous et ça va bien se passer. Donc évidemment, je subodore que le type a quand même un peu louvoyé pour en fait lui la mettre à l'envers, mais c'est le jeu, c'est le business, c'est-à-dire que on est aux États-Unis, on est dans un pays où essentiellement tout le monde est censé avoir un peu une compétence judiciaire si tous les gens se font des procès, c'est qu'il y a une raison pour ça. Aussi, j'ai appris, ça m'avait fait halluciner que généralement dans un ascenseur, si vous prenez l'ascenseur et que vous êtes un homme et que dans l'ascenseur il y a une femme qui est seule, ou à l'inverse que vous arrivez, vous êtes dans l'ascenseur, il y a une femme qui veut rentrer, vous dites bah l'idée, c'est de jamais être seul avec une femme parce que potentiellement, s'il n'y a pas de caméra ou quoi que ce soit, elle peut, enfin, il peut y avoir des gens qui vous poursuivent et personne ne saura vraiment ce qui s'est passé. Donc, pour éviter en fait l'harcèlement sexuel et aussi le fait que bah, vous pouvez être poursuivi. Donc, ça va très très loin dans beaucoup de choses, hein. Mais c'est un exemple parmi des milliers. C'est un pote qui m'avait raconté ça français à Los Angeles. Donc, en tout cas, c'est très important d'avoir une représentation judiciaire. Et Mark Reinagen donc, aurait ensuite eu un train de vie complètement fou. Il aurait passé son temps, toujours d'après les gens de White Wolf et les gens de la Fox, il aurait passé son temps à faire des fêtes, il n'aurait pas foutu grand-chose. Et c'est pour ça que les gens, en fait, quand il va rentrer chez White Wolf, les gens vont être très 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 en colère contre lui, sentir que déjà c'était un mec qui avait une personnalité très particulière,
et ça va un peu faire une césure entre les équipes de White Wolf, les frères Wick notamment vont se prendre beaucoup la tête avec Mark Reinagen qui va aussi demander plus de fric, sachant qu'en plus entre-temps White Wolf a grossi. Alors je dis pas que les frères Wick sont des enfants de cœur, hein, mais clairement il y a des gros problèmes, il y a des problèmes de game design aussi, où Mark Reinagen va pousser pour notamment transformer Vampire Dark Ages, qui vient de sortir, en espèce de jeu de baston, en fait, simplement, beaucoup plus porté sur des guerres, ce qui va se refléter un petit peu avec la seconde édition. On aura ce qu'ils appellent la guerre des princes, mais en gros, l'idée, c'était juste de dire, orienter beaucoup plus baston, on s'en fout de la mascarade, on y va, et c'est très compliqué. Donc il va finir par partir, il va se casser de White Wolf, il va récupérer ses billes, il sera toujours noté comme étant le patron de White Wolf, enfin le créateur de vampires, mais en gros, il est persona non grata. Et l'anecdote assez rigolote, c'est que j'ai entendu un scénariste anonyme sur Reddit, c'est que c'est un mec qui arrive plus tard, donc je suppose sur la fin de la Revise ou sur la fin de la Revise, et il y a une discussion en fait à la table où les gens disent, mais on a un projet de série télé, et le type tout naïf dit, mais vous avez pas déjà fait une série télé qui s'appelait Kindred the Embrace? Et tous les mecs l'ont fusillé du regard en disant, on parle pas de ça. Donc ça, c'est vraiment pour vous resituer le contexte. Maintenant, la série, qu'est-ce qu'il en est? Kindred the Embrace, donc le clan des maudits, est une création, coproduction en fait entre de Aaron Spelling, qui est un spécialiste des soap operas, qui va être diffusé sur la Fox durant les années en 96, et qui est co-créé par John Nickley. John Nickley est un vieux de la vieille de la série télé, qui à mon avis est un peu oublié, mais qui a fait des très très belles choses. Il a essentiellement fait il a pitché, il a beaucoup écrit pour les séries télé. Notamment, il fera en fait quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu et qui est pour moi l'une des meilleures adaptations jamais faites de bande dessinée à l'écran plus tard, pour HBO, avec notamment Adam. euh, non, c'est Alan. Je crois que c'est Alan Aronsky qui était l'un des pères fondateurs en fait de la série des Batman, Batman animé en fait, le dessin animé des années 90, qui s'appelle Spawn, basé sur le comics de Tom McFarlane qui sortira en 99 chez HBO, qui est une série qui n'a duré hélas que trois saisons, qui est un chef-d'œuvre de noirceur, de lyrisme, de gothique, qui est une tuerie, alors que le comics de base est quand même un peu bas du plafond. Là, c'est vraiment un truc exceptionnel que je ne peux que vous encourager à regarder. Je subodore que c'est sur HBO Max, mais je pourrais me tromper. Et donc, John Nickley va essayer un peu va utiliser plusieurs choses pour faire sa série. Ce que lui a dit Mark Reinagen, mais surtout le budget. En fait, le gros problème de la série, vous allez comprendre, de Kindred the Embrace, c'est qu'il n'y avait pas de thunes, simplement. Et ça se voit et ça se sent. Donc, Kindred the Embrace, débranchez votre cerveau parce que sinon vous allez souffrir, prend pas mal de liberté pour des raisons de budget essentiellement avec Vampire la Mascarade. Ça se situe à San Francisco où on a les Kindred, donc les vampires, qui sont, on vous le dit plus ou moins de la Camarilla mais sans aller loin, qui imposent une mascarade. Les séries commencent, vous voyez des vampires du clan Bourja, donc, qui courent sur les toits et qui empalent et assassinent en plein jour le primogène Gangrel, pour aller vite. Ça crée un conflit énorme, puisqu'en fait, là, donc oui, les vampires peuvent sortir de jour, donc ça c'est un gimmick pour que ça coûte moins cher. L'essentiel des scènes sont tournées de jour, et en fait, on vous dit au niveau du lore de la série que grosso modo, c'est parce que si un vampire a bu du sang juste avant, il peut sortir un petit peu de jour. Bon voilà, et ça crée tout un tintamarre parce qu'en gros les Brujas sont des ordures et ils cherchent à renverser le prince. Les Brujas sont dirigés par Eddie Fiori, qui est une espèce de mafieux dégueulasse. Vous remarquerez que tous les Brujas sont habillés en costard-cravate, qui sont essentiellement, ça c'est une autre mécompréhension, des Giovanni, sans l'invocation de mort-vivant, ou des Ventrus, c'est vous qui voyez. Et ils cherchent à renverser le prince étant un Ventru. Donc cette série est aussi une psy-op, donc pour vous, de la Camarilla avec les Ventrus. Donc en fait les Ventrus sont les gentils, plus ou moins dans cette histoire. Et il faut comprendre aussi, c'est qu'en gros les clans sont un peu buggés, sont un peu pétés. Donc les Ventrus sont des Giovanni sans les pouvoirs. Enfin, pardon, les Brujas sont des Ventrus sans les pouvoirs. Les Nosferatu sont fusionnés avec les Trémères, donc ils peuvent faire de l'alchimie, ils ont des pouvoirs et des rituels de sang. Les gangrels sont essentiellement des brujas, donc avec les motos, les vestes de cuir. Les ventrus sont plus ou moins des toréadors, et les toréadors restent des toréadors. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il n'y a que 5 clans. Donc excite les trémères, excite les malkaviens pour des raisons, encore une fois, de budget. Pourtant, c'est un peu curieux parce que plus tard, on verra, il y a aussi une assamite qui se pointe, et c'est vraiment une assamite. Donc, j'ai pas trop compris les limitations, mais je pense qu'en guest star, ça passe un peu mieux. Et pour une fois, les assamites font vraiment peur. C'est pas des blaireaux.
Donc, le protagoniste est un jeune policier qui œuvre à Los Angeles, enfin à San Francisco, qui en fait tombe amoureux qui tombe amoureuse d'une vampire de passage, qui est une ventrue, qui est l'ex du prince, donc le prince on va en reparler, et qui lui révèle grosso modo les secrets des vampires durant durant le pilote. Elle est jouée par c'était son, je l'ai vu dans Battlestar Galactica, elle joue notamment la femme de Saul Tigh. Elle finit donc, cette Alexandra finit par causer beaucoup de problèmes à tout le monde et finalement le prince de la ville, hein, qui s'appelle Julian Luna, finit par devoir lancer une chasse de sang contre elle pour qu'elle soit tuée parce que clairement c'est pas possible. Elle donne du sang, un peu de son sang aussi au policier qui en fait devient plus ou moins une goule. C'est pas très clair, sachant que le policier est particulièrement surveillé puisque son copilote, enfin en gros son coéquipier qui est joué par Eric King, que vous verrez plus tard notamment dans Oz et surtout dans Dexter, où il joue James Dawk, donc l'espèce de mec qui poursuit Dexter pendant tout avec un polo extrêmement serré pour faire ressortir ses muscles. Euh, voilà, était présent là-dessus, il est assez jeune, et aussi lui est un ventru, donc c'est aussi un enfant du prince, qui joue sur les deux tableaux en fait, qui est un agent infiltré chez les Brujas. Donc ce type, et donc le policier se dit commence, en fait le policier est notre porte d'entrée vers le monde des vampires. Très rapidement il est briefé donc sur les clans, donc on est sur une base quand même qui reste assez similaire, avec d'un côté, avec en gros un prince qui dirige la ville. Il est subordonné par des primogènes qui doivent lui donner à chaque fois qu'il doit voter pour toutes les décisions. On remarquera quand même que dans le conseil des primogènes, il y a aussi un primogène ventru qui est joué par Patrick Beauchot. Donc Patrick Beauchot, c'est un acteur luxembourgeois qui a beaucoup rodé en France, en Angleterre, partout, qui a un accent nasillard, quelle que soit la langue, ce qui est un peu bizarre. Évidemment, les enfants des années 90 comme moi se souviendront de lui parce qu'il jouait Sidney dans Le Caméléon. Et plus tard, il joue dans La Caravane de l'étrange, qui est une série absolument incroyable sur HBO, une sorte de 10 heures de bonne aventure. Et donc, il joue en fait l'ancien prince, qui est aussi un ventru. Donc, ça fait que les ventrus comment dire, ont pas mal de puissance au niveau du conseil des primogènes. Le policier donc va jouer en fait, enfin va être un peu notre porte d'entrée sur tous les épisodes et être la composante humaine, sachant que le prince étant magnanime, rappelez-vous, hein, on est vraiment sur la propagande ventrue hein, dans cette série. Il va être assez cool, il va le laisser en vue, il va pas lui lever le cerveau et il va le garder en fait pour avoir une sorte allié ennemi au sein de la police. Le policier en question donc, dont je parle est joué par C. Thomas Howell, qui est l'une des plus grandes tragédies à mon avis du cinéma. Savoir que C. Thomas Howell était un acteur ado, un acteur enfant dans les années 80, qui s'est notamment illustré dans le Brat Pack. Donc rappelez-vous ce film The Outsider de Francis Ford Coppola, qui incorporait quasiment tous les grands acteurs en devenir du Hollywood des années 80-90. On avait donc c'est un film absolument exceptionnel qui est repassé là. Il a été remaster en 4K. Je l'ai présenté à mon cinéma associatif local. En gros, c'est une essentielle, c'est des gamins qui, dans les années 50, qui vivent ensemble dans des espèces de bandes. Et excusez-moi du peu, au niveau du casting, on a Patrick Swayze, Rob Lowe, on a Ralph Macchio, donc le Karate Kid. Donc si Thomas Howell, comme je disais, on va avoir Tom Cruise aussi qui est tout jeune, qui en fait des tonnes, Emilio Estevez, donc le frère de Charlie Sheen et fils de Martin Sheen. Donc c'est Diana Lane, j'en passais des meilleurs, c'est vraiment un film avec un méga cast et tous les gens vont exploser. Et si Thomas Howell en fait est le rôle principal dans The Outsider avec Ralph Macchio, probablement parce qu'il coûtait moins cher aussi. Et c'est un type qui va avoir dans les années 80 vraiment des chouettes rôles, hein. Un de mes films préférés vraiment d'exploitation, qui a d'ailleurs une très bonne inspiration si jamais vous faites une campagne sabbat, c'est The Hitchhiker, donc The Hitcher, pardon, l'autostoppeur, avec Rutger Hauer qui est un acteur incroyable et qui est une sorte de jeu de massacre, un peu à la Duel dans le désert, où c'est un gamin qui doit amener une bagnole à Los Angeles et il est poursuivi par une sorte d'émanation du mal, on va dire, qu'un autostoppeur qui est un film incroyable. Enfin, il y a des scènes, il y a une scène dans le commissariat qui a tué. Et c'est l'idée du passage de l'adolescence vers le monde adulte. C'est qu'est-ce que c'est devenir adulte. Est-ce qu'il y a besoin, cet instinct de violence qu'on a tous en nous. Enfin, la question du mal. C'est un très beau film. Et en fait, après ça, la carrière de C. Thomas Howell va vraiment partir en sucette. Alors bon, voilà, il va quand même se marier avec Rai Don-chong, donc qui est la fille de Chi Shen-chong, en fait, donc un des très très grands comiques des années 60-70, basé sur un humour stoner. Mais à côté de ça, sa carrière va commencer à se casser la gueule. Donc là, déjà dans Kindred, The Embrace, pour moi, c'est quasiment l'un des pires acteurs. Il en fait des tonnes, c'est un cauchemar. Et en fait, on s'aperçoit que c'était à pas passer son charme ado. C'est un mec qui vraiment n'est pas un très bon acteur.
et va finir dans un peu un truc tragique, c'est qu'en fait, ça va être le co-créateur de The Asylum. The Asylum étant cette société de production qui fait des nanars industriels, mais j'appelle pas ça des nanars, c'est des navets. En gros, quand vous avez un film vous avez Dune qui sort, ils sortent Dune Wars. En fait, ils sortent des films. Quand il y a Pacific Rim qui sortent, ils sortent Atlantic Rim, qui sont des films dégueulasses. Où, en gros, il y a une ou deux guest stars un peu pétés, et surtout, ça passe son temps à parler. C'est eux qui ont fait les Sharknado aussi, donc c'est pour vous montrer le niveau. Qui pour moi sont des abominations parce que c'est pas des films drôles en fait, c'est des films. Ce qui est bien avec un nanar, c'est justement c'est que c'est des films qui sont honnêtes, c'est que les gens cherchent à faire du cinéma et ils y croient vraiment, tout le monde y croit. Et ça qui est beau, c'est que le film est raté, le film est nul, mais par contre, on sent que derrière, bah, c'est comme vous, c'est des passionnés de cinéma, c'est des gens qui ont envie de percer. Et c'est toute la beauté de The Room, par exemple, avec Tommy Wiseau. Qui, et là, c'est une tragédie parce que justement, Tommy Wiseau, ils ont fait un film qui s'appelle The Disaster Artist, qui est sorti plus tard avec ces connards de frères Franco qui sont des ordures. Enfin, je peux pas blairer ces mecs-là. Et tout le film, justement, est une blague qui se fout de la gueule de Tommy Wiseau. Et justement, quand il a été récupéré, je sais plus, un Golden Globe, Tommy Wiseau était là. Et en fait, je me rappellerai toujours, Franco leur pousse comme si c'était justement un freak, qu'il n'avait pas le droit de parler, alors que tout ce qu'il voulait dire, bon voilà, c'est un mec frappadingue, mais tout ce qu'il voulait dire, c'est j'aime le cinéma, je suis content d'être là. Et ça, je trouve ça moi, je trouve ça impardonnable. Vraiment, je trouve que c'est un putain de crime de cinéma. Et je suis bien content que Franco soit fait MeToo parce que c'est bien fait pour sa gueule. Et voilà, en tout cas, je vous encourage à lire le bouquin qui est très très bien et pour vous montrer la passion qu'il peut y avoir derrière ces nanars. Ce qui n'est pas le cas d'Asylum, ce qui n'est pas le cas de Thomas Howell, qui, à mon avis, maintenant fait que ça que pour le fric et d'un cynisme absolument monstre. À côté de ça, donc le flic va œuvrer et il y a un cast qui est assez intéressant dans ce qui est proposé. Donc, comme je disais, l'acteur principal qui est pas du tout connu, enfin, pour des raisons évidentes que vous allez comprendre plus tard, c'est Mark Frankel. Donc, c'est un acteur qui vient essentiellement c'est un acteur britannique qui vient du monde du théâtre et qui joue le prince. Donc, qui est en fait ce type qui est qui a une humanité assez haute, qui cherche à préserver en fait les derniers membres humains de sa famille, qui fusionne avec la Terre pour se retrouver avec le corps de sa femme, parce qu'il est mort depuis je sais pas combien de temps, qui est l'enfant même en fait de Harkon, donc qui est Patrick Beauchot, donc le primogène et ancien prince ventru. Et l'idée, c'est qu'il va essayer toujours de manier un peu les deux côtés, en gardant le contrôle de sa ville, malgré les brujats qui sont des ordures pas possibles, et de l'autre côté, en essayant d'imposer une sorte de Pax Romana, pour aller vite, sur la ville de San Francisco, pour que personne ne s'entre-déchire, ce qui est un exercice sport, et justement le principe du soap opéra à la série, c'est qu'à chaque fois, dans tous les épisodes, il y a un facteur qui va arriver, qui va essayer de foutre en l'air son pouvoir, et c'est à lui de gérer tout en espérant de contrôler son humanité, sa colère. Enfin, c'est pas con en fait, ça marche plutôt bien. L'idée est bonne à la base. Elle est desservie par des acteurs secondaires qui sont pas ouf, par aussi un budget qui est non existant, hein. C'est vraiment le problème, c'est qu'il y a vraiment pas de thunes et ça se sent. Et c'est cauchemardesque parce que par exemple, vous voyez les bastons, c'est trois plans dégueulasses. Je crois qu'il y a deux plans dans toute la série où on voit des crocs. Donc c'est pour vous dire quand même que c'est assez chaud. Le maquillage, on va en reparler, mais il y a des trucs, c'est vraiment rock'n'roll. Mais en tout cas, lui, donc Mark Frankel qui joue donc Julian Luna, le prince, est vraiment le mec qui porte la série. Donc évidemment, il est très très beau parce que on est dans un truc Aaron Spelling, donc tout le monde est beau. Mais le type a compris l'essence de ce qu'il est censé jouer. Et il le joue bien. Et c'est vraiment lui qui porte la série. Il serait pas là, en fait, ça marcherait pas. Il serait pas là, la série ne serait même pas regardable, quoi. Ou alors c'est regardable parce que ils sont tous super beaux, parce que les femmes sont magnifiques, mais il y a vraiment, mais ça serait un soap opéra standard. Et lui vraiment a compris l'essence du truc et le joue bien. Et c'est assez plaisant en fait. Au début, on regarde ça un peu en disant mais c'est qui ce espèce de beau gosse. Et en fait, plus on regarde, plus on voit que le mec il a compris l'essence en fait de ce que voulait faire à la base. Je pense Lee et puis bon Mark Reinhagen dans une ou moindre mesure. Et à côté de ça, évidemment, il est entouré donc par toute cette troupe, alors ouais, toute cette troupe de primogènes qui sont à la fois les meilleurs potes et ses ennemis. Donc on a notamment des gens qui sont pas très connus en France, mais qui ont beaucoup œuvré chez Spelling. Je pense à Stacey Hayduk qui joue la primogène toréador, qui est vraiment l'essence même de la toréador quand elle s'introduit auprès de C. Thomas Howell, donc du flic. Elle dit nous on est le clan on est le clan sexy, c'est essentiellement ça. Donc c'est une fille qui va manipuler un peu tout le monde, qui est aussi la bonne copine, genre sex friend, on sait pas trop. Oui, parce que les vampires aussi peuvent faire l'amour, enfin laisser tomber, quand ils ont mangé évidemment. Donc le côté sex friend avec le prince, donc c'est la meilleure bonne copine, mais qui est tsundere complète. Donc tsundere en gros, c'est qu'elle va essayer de tuer
une journaliste humaine dont s'est amouraché le prince, parce qu'évidemment le prince va tomber amoureux d'une humaine journaliste, ça va de soi, donc elle fait tout ce qu'elle peut pour le buter. Elle a aussi transformé en vampire un espèce de simi John Morrison, pour la beauté de l'art en fait, et finalement ça part en sucette. Elle joue aussi, elle reste très bonne copine avec le Bruja, qui est un enfoiré qui cherche à détruire tout le monde, qui est Eddie Fiori. Alors c'est très très rigolo, parce que donc j'en viens au Bruja. Comme je disais, les Brujas c'est une sorte de secte, c'est super bizarre, c'est un peu comme les Giovanni, mais sans les pouvoirs. Ils sont obsédés par le contrôle des docks, c'est des mafieux, et on vous dit que si jamais ils devenaient prince, enfin si Eddie Fury devenait prince, ça serait une sorte de mafia interminable. Ils ont en plus, comme les Giovanni, ils vont utiliser des moyens détournés, comme embaucher une assamite pour buter le prince. Dans ce cas-là, ils vont faire des coups de pute, ils vont transformer en vampire la seule nièce, enfin arrière-petite nièce du prince en Bruja, justement, en l'étreindre pour faire péter un plomb au prince. Il y a plein de choses, et d'ailleurs Eddie Fiori, alors très très mascu, hein, mais dans un délire complètement assumé, et joué par Brian Thompson. Donc Brian Thompson était un second couteau de Hollywood assez délirant, qui a notamment joué, donc vous voyez dans Terminator 1, c'est l'un des mecs qui agresse avec son pote, avec Bill Paxton. Ils attaquent le Terminator au tout début, quand il belle nuit pour une balade, hein, quand vous avez un teuton de 2 mètres de haut avec sa bite à l'air qui arrive vers vous. Il va jouer le méchant dans Cobra, c'est lui évidemment c'est lui qui mange des insectes dans Vampire, vous avez dit Vampire 2, et plus classiquement, c'est aussi lui qui est dans X-Files, c'est le chasseur de primes Alien. Donc c'est un type qui est assez rigolo, et je vous encourage, si ça vous intéresse, j'ai un podcast qui s'appelle Second Couteau, où j'ai consacré un épisode d'ailleurs à Brian Thompson, et notamment, et si vous voulez voir son top de performance, regardez Mortal Kombat Annihilation, où il joue Shao Kahn, c'est absolument hallucinant. Donc il joue vraiment bien la grosse brute, c'est très rigolo, et il finit par évidemment se faire one shot, parce que en gros, il y a des trucs, c'est très très chouette. Alors, le prince se montre magnanime au début, il le balance dans le soleil, il dit bah je te maintiens en vie, mais la seule raison pour laquelle tu restes en vie, c'est parce que justement c'est par ma grâce. Donc truc très classique, très vampirique, hein, ça marche plutôt bien. Et puis il finit par se faire one shot. Et il y a un nouveau Bruja qui arrive à toute fin de la série, donc il n'y a que 8 épisodes, hein, qui est joué par Titus Welliver, qui est un perso intéressant que vous connaissez forcément, puisqu'il a joué notamment celui le protagoniste dans la série Bosch. C'est un mec qui roule dans le cinéma, qui a fait 10 000 caméos, mais qui maintenant est très très installé dans la télévision, dans le panorama des télévisions américaines et aussi au cinéma. Qui joue un mec justement beaucoup plus subtil, qui roule un peu, enfin qui le voit, mais là, bon, la série étant morte, il n'a pas pu aller plus loin. Au niveau, donc, alors les gangrels sont par contre un peu les losers, voire même carrément les putains de losers de la série, puisque en gros, tout le monde dans la série a protéisme en discipline, sauf les gangrels, ce qui craint un peu. Donc, vous étonnez pas de voir des broujas se transformer en loups, ou les toréadors faire de la gravée avec des griffes. C'est absolument délirant dans ce que ça implique. Mais en tout cas, les gangrels sont en gros les faire-valoir du prince. Alors, comme je vous ai dit, le premier se fait one-shot directement au soleil, dans l'intro là, du pilote. Et du coup, les Brujas arrivent en disant voilà ce qu'on fera à tous les gangrels de la part des Brujas. Donc il est remplacé très rapidement par un espèce de niais qui s'appelle Cole, qui sert à rien, enfin, et qui tombe amoureux évidemment de la nièce transformée en Bruja du prince. Et donc c'est une sorte de Roméo-Juliette entre eux qui est à se taper la tête contre les murs tellement c'est nul. Je vous passe les détails, ça vaut vraiment pas le coup. Après, il y a des trucs assez cool, hein. Il y a un épisode justement qui n'a pas été mis à l'antenne, où en gros il trouve un de ses potes qui a été transformé en caïtif, en une sorte de vampire, qui est dans un asile psychiatrique, et il le suit pour éviter en fait que le mec devienne une sorte de serial killer. Et là, s'il n'y arrive pas, et donc le mec commence à tuer sans discrimination à droite à gauche. Donc il y a des concepts, encore une fois, dans la conception des scénarios qui sont pas pétés et qui roulent plutôt bien, mais l'ensemble est incroyablement cheap à regarder. Et enfin, on finit par nos amis Nosferatu, donc les Nosferatu qui sont donc le représentant des Nosferatu qui est joué par Daedalus, enfin qui est joué par Jeff Kober. Donc Jeff Kober, c'est vraiment un type qui a œuvré dans toutes les séries américaines, qui joue toujours des mecs justement un peu pervers, un peu creepy, alors que là c'est l'inverse, justement il joue vraiment le Nosferatu noble dans toute son essence. On remarquera que qui joue Daedalus, donc qui est un bon pote en fait de Julian, et qui pousse sur un peu le côté Nosferatu mais sympa, qu'un alchimiste aussi, donc ils ont tous des espèces de pouvoirs. Alors c'est assez délirant parce que justement donc
Alors, le problème, vu qu'on est dans une série où ils sont tous beaux, la vraie malédiction des Nosferatu, c'est juste qu'ils sont chauves et qu'ils ont des lobes d'oreilles un peu plus poussés. Donc ça, c'est très très marrant parce que il y a tout un épisode où il tombe amoureux d'une humaine, donc l'épisode avec le serial killer, et il ose pas aller la voir, et machin, et donc il se fait une sorte de super potion pour devenir beau. Et en fait, la potion, c'est juste que t'as là. Donc, évidemment, t'as la toréador qui arrive et t'inquiète, t'inquiète mon pote, je vais te filer un coup de main. Et en fait, il a juste une moumoute qui tient pas. Donc, il arrive, il couche avec la meuf. Et quand il se réveille, il a plus sa moumoute. Donc, la potion s'est arrêtée. Il fait ah mon dieu, je suis maudit. Et il saute par la fenêtre. Il y a beaucoup de gens qui passent par la fenêtre, qui brisent le verre. Et la fille, après, dans son témoignage au flic, dit ouais, c'était un monstre, il avait les yeux noirs et tout. Il était chauve. Ce qui est absolument énorme. C'est vraiment très très drôle. La mascarade est assez élastique. On notera qu'il y a quand même des mecs qui se font one shot sur des toits avec qui sont en feu. Enfin, c'est assez particulier. Sachant que ouais, bon, les vampires ont quand même les capacités de faire perdre leurs souvenirs en faisant après avoir bu du sang d'humain, ça disparaît. Enfin, les souvenirs sont perdus. Il y a voilà, en fait, l'essentiel de Kennedy Umbrella, c'est ça, c'est que c'est une série qui n'a pas le budget, ses ambitions. Je pense que c'est en plus une série qui a ce problème, en fait, pas de- concrètement, pour quelqu'un qui regarde juste des soap opéras, le problème, c'est qu'il y a trop d'historique, il y a trop de choses à retenir, et pour quelqu'un qui est fan de Vampire la Mascarade, il y a trop de soap opéras. Et ça, c'est une dichotomie qui est très très dure à contrôler, vraiment, et qui ne sera en fait vraiment, enfin, et qui incarne vraiment la limite de la chose. C'est-à-dire que s'il y avait eu un budget plus important, ça aurait été absolument très très bien. Et je pense que c'est une série qui marchait bien. On l'oublie beaucoup, hein, mais c'est une série qui avait de meilleures audiences que Buffy quand ça a commencé. Alors que là, Buffy était sur sa saison 1 et Kindred Diamonds marchait plutôt pas mal. En fait, ça s'est joué à très peu de choses. Évidemment, je suppose que le fait que Mark Renagan soit un peu parti en sucette n'a pas aidé. Le fait que, évidemment, en fait, il y a donc la série. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vers l'épisode 7, la série a été annulée. Mais la chose, c'est qu'il y avait des gens qui étaient intéressés, notamment Showtime, pour la reprendre. Et en fait, ça, c'est un truc qui est classique hein, en série télé. Faut jamais oublier, c'est que c'est pas parce qu'une série est annulée qu'elle disparaît. En gros, il y a beaucoup de gens qui. Il y a un événement très très important qui s'est passé juste après, auquel on attribue souvent l'annulation de la série, mais c'est pas le cas. Donc la série est annulée, elle commence à passer de main en main chez Showtime et compagnie. Il y avait déjà une saison 2 qui était écrite, notamment avec un crâne qui était trouvé d'un ancien vampire qui réveillait la bête chez les gens. Donc c'est pas ouf, mais je pense que ça aurait été une série qui, en avançant, serait devenue meilleure. C'est une série qui est devenue un peu culte après, mais hélas, ce qui s'est passé surtout, c'est que peu après, enfin au moment où Kindred the Ambulance passait de main en main pour être notamment repris par Showtime, bah, en fait, il y a eu, Mark Frankel, l'acteur principal, a eu un accident de moto, en fait, il est mort. Et à partir de là, beaucoup de gens dans la production et beaucoup de gens, en fait, parmi les majors ont dit ça peut pas marcher parce que en gros l'acteur principal part et moi aussi je le pense. Hein, c'est une série qui n'aurait pas pu, même avec un recast, ça aurait pas marché. En fait, toute la série tient sur cet acteur principal et donc c'est assez tragique. Mais en fait, le type est mort et donc bah, la série c'était fini quoi. Et c'est vraiment pour moi l'essence de la série qui tient pas en fait par ce côté-là. C'est qu'une fois que vous avez perdu l'acteur principal, c'est très très compliqué de revenir. Et on n'est pas sur une situation la Fast and Furious où Paul Walker disparaît et puis on continue avec d'autres personnages ou de la CGI. Là, c'était fini. Donc c'est une série qui va perdurer pour des bonnes et des mauvaises raisons. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est une série qui est quand même assez culte parce qu'elle essaie de faire. Il y a deux écoles évidemment dans les fans de Vampire la Mascarade. Il y a ceux qui trouvent que c'est de la merde et que c'est une abomination et que la seule façon de la regarder, c'est en rigolant. Et il y a ceux qui l'ont beaucoup aimé, qui ont beaucoup de plaisir. Moi, je j'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Je l'avais regardé une première fois sur Série Club quand j'étais gamin et j'avais pas passé un mauvais moment en soi. Je commençais tout juste à lire un peu ou jouer à Vampire la Mascarade. Je voyais bien, évidemment, même de mon jeune âge, qu'il y avait des coupes qui avaient été faites. Après, c'est pas parfait, hein. Je suis pas en train de vous dire que c'est un chef-d'œuvre oublié, loin de là. C'est un peu dur à regarder des fois. Je débranchais mon cerveau parce que c'était pas possible, quoi. Les amourettes à la Roméo et Juliette, le côté cheapos, il y a enfin, c'est très très dur. Après, mais il y a vraiment un truc. Hein, je pense qu'ils avaient vraiment, au niveau de l'écriture, il y a des scènes qui sont assez chouettes. Des fois, il y a des envolées lyriques qui sont, malgré le, le scénario qui peut être un peu ronflant, on sent qu'il y a des fois, il y a des envolées lyriques, ou par exemple,
je sais plus, il y a la journaliste qui tombe sur, enfin qui est manipulée en fait par la toréador pour qu'elle se fasse one shot par des méchants Nosferatu qui sont là. Et en fait, elle raconte à une Nosferatu femelle, en gros, bah, qu'elle a dû abandonner son gamin et tout. Et la Nosferatu pose sa main sur sa tête et lui dit abandonne ton fardeau, je le porterai à ta place. Enfin, il y a des trucs comme ça, c'est assez cool, ça semble cheesy, mais enfin, ça semble un peu suranné, mais ça marche bien en fait dans la composition. Et je pense qu'il y avait vraiment pas mal de choses qui allaient dans la bonne direction, d'autres tout, mais c'est essentiellement pour moi une question de budget, puisque après, quand on aura Spawn chez HBO par le même créateur, ça va très très bien marcher du feu de Dieu, parce que HBO va laisser beaucoup plus en fait de liberté au créateur, qui pourtant est pas. Enfin, quand vous regardez la série Spawn, c'est pas très très proche de la. Enfin, c'est assez différent de ce qu'a voulu faire Todd McFarlane à mon avis. Il a été assez bon prince, contrairement à Mark Reinagen, pour s'impliquer, mais laisser de la marge à ces mecs-là qui savaient ce qu'ils faisaient en fait concrètement. Et c'est une très très bonne idée. Après, bon, le drame évidemment de Kindred the Embrance, c'est pour moi le gros problème, c'est que la série est arrivée trop tôt. C'est juste ça. La série arrive trop tôt par rapport à des séries qui vont cartonner plus tard. Je pense bah, évidemment à Vampire Diaries, je pense à True Blood, je pense à toutes ces séries-là qui, elles, vont exploser du feu de Dieu. Et pour moi, c'est évident que si Kindred the Embrance était sorti peut-être 2 ou 3 ans plus tard, pardon, il y aurait eu plus de budget, ça aurait marché, il y aurait eu des gens qui l'auraient suivi. Et la série aurait été beaucoup plus établie très rapidement. Les producteurs arrivant sur la. Parce que là, on est vraiment encore sur. On est sur du serial années 90. Donc ça veut dire qu'on a toute la structure classique de la série télé après semaine qui est encore assez plan-plan, même s'il commence à y avoir des choses qui changent. Twin Peaks est passé par là notamment. Mais on n'est pas encore à l'âge d'or d'HBO par exemple. Et HBO, ça va arriver très très vite. Hein. C'est grosso modo Oz en 98 et puis évidemment Les Sopranos en 2000. Mais on n'en est pas encore là, ce qui fait que la structure classique du soap opéra de ces séries va vraiment, à mon avis, faire beaucoup de mal à Kindred Moments. Mais quand je vois le succès qu'a eu True Blood, quand je vois qui est une repompe éhontée, mais c'est du foutage de gueule tellement c'est repompé. Vampire Diaries qui a suivi je sais pas combien de saisons. Enfin, à mon avis, il y avait un vrai potentiel et quelque part, et ça c'est vraiment quelque chose que je pense. Il y a toujours cette idée des gens qui sont les éclaireurs, les pisteurs, qui vont tenter, qui ont fait des tentations, qui vont faire des tentatives dans le domaine artistique ou technologique, qui vont se casser la gueule. Et après, quelqu'un va arriver, leur faire mieux et le bosser et faire un truc hyper propre. Et là, ça va cartonner. Je pense toujours à l'idée de quelque chose qu'on oublie, mais avant que l'iPod sorte, il y a une tentative il y a toute une équipe en fait dispatchée par Apple qui va bosser pendant quasiment 5. Il y a un très beau documentaire dont j'ai plus le nom hélas, euh, qui va bosser sur un prototype justement de téléphone slash de PDA qui utilise un protocole différent de l'Internet pour recevoir des emails avec un écran tactile. Et curieusement, toutes les personnes qui vont bosser sur, même les stagiaires qui sont à cette époque-là, donc on est au milieu des années 90 sur ce prototype-là, vont après, enfin l'un des stagiaires va devenir en fait le créateur de l'iPod. Et donc c'est ce qui va nous donner l'iPhone. Et ce produit est complètement oublié. Ils en ont vendu très très peu, ça s'est cassé la gueule et très vite le service a été coupé. Mais c'est pour vous montrer en fait vraiment que je pense que c'est vraiment le cas de Kindred Emirates. Pour moi c'est évident que c'est une série qui effectivement a atteint un statut culte pour certains. Tout le monde se moque d'elle. Et quelque part, c'est un peu une de ces séries télé qui a disparu, comme beaucoup d'autres, hein. Mais il y a vraiment cette tentative-là qui fait que bah, Kindred the Embrance, pour paraphraser les Américains, Kindred the Embrance s'est vautré, enfin a marché pour que bah, True Blood puisse courir, pour aller vite. Et c'est évident que cette structure-là, enfin que cette tentative, même s'il a échoué, allait dans le bon sens et après a permis à d'autres de se faire beaucoup, 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 beaucoup de pognon. Heureusement, quelque part, enfin, la justice qui arrivera quand même quelque part, c'est que en fait, White Wolf va effectivement un peu commencer à péricliter, mais il se trouve qu'il y a une série film qui s'appelle Underworld, qui va sortir avec, je suis sûr que beaucoup s'en souviennent, Kate Beckinsale en cuir qui joue une vampire qui se bat contre des loups-garous, qui va beaucoup emprunter justement à l'historique de Vampire la Mascarade du Monde des Ténèbres. Évidemment, White Wolf qui s'est un peu assagi depuis le départ de McCranagan va dire dites non les gars, vous n'avez pas l'impression que vous avez un peu pompé sur ce qu'on a fait. Donc je crois que c'est Scott Spittman. Non, je sais plus j'ai plus le nom du réalisateur, mais en gros le réalisateur va dire non non et tout, j'ai jamais lu quoi que ce soit de chez vous. Et en fait, ce qui va se passer, alors c'est là dans une intrigue typiquement vampiresque, la mascarade.
En gros, sa femme la femme du réalisateur va s'apercevoir qu'il fricotait trop avec Kate Beckinsale. Et pour se venger, elle a pris des photos de ses bibliothèques chez lui. Et en fait, il avait tout Vampire la Mascarade, il avait tout le monde des ténèbres en fait, chez lui avec des annotations et compagnie. Ce qui fait que quand elle a ressorti ça dans le public, à White Wolf, hein, ce qui fait que White Wolf l'a amené au procès et ils ont récupéré automatiquement des dividendes sur tous les films Underworld. Ce qui a permis en fait de renflouer la caisse de Vampire la Mascarade au début des années 2000, qui est une anecdote particulièrement rigolote. Donc bah voilà, en fait, c'est vraiment tout ce que je peux vous dire sur Kindred The Embrands. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Je me suis quand même retapé les épisodes, donc vous m'excuserez, j'ai souffert pour vous. Je pense qu'avec les images que j'ai utilisées, les clips vidéo, vous allez un peu voir aussi un peu les limites de cette série, hein, qui encore une fois est très très cheap, mais qui allait un peu dans la bonne direction. Il y a des trucs un peu rigolos qui m'ont fait sourire, notamment au niveau des guest stars, puisqu'on retrouve, il y a un tout jeune, le, il y a Emile Hirsch notamment, dans son premier rôle, donc il joue un enfant dans un épisode qui est assez conceptuel, qui est rigolo, où en gros, il y a un vampire qui bouffe des enfants, pour aller vite, et les enfants sont vengés et protégés par Dédalus, donc le Nosferatu, qui lui lance évidemment une sorte de grand discours pour dire je vais te châtier pour avoir brisé l'innocence de ses enfants. Et en fait, l'enfant en question, c'est Emile Hirsch, mais c'est son premier rôle à la télévision. Il aura une grande carrière, hein. C'est lui qui est l'acteur principal dans Into the Wild, vous le reverrez dans Once Upon a Time in Hollywood. Enfin, c'est vraiment l'un de ces mecs de cette nouvelle génération. Il y a aussi, c'est le plus rigolo, il y a un épisode où il y a Tony Amendola, donc, qui est un acteur mexicain qui a fait plein de trucs, notamment il jouait dans Stargate, un rôle récurrent, et il joue des Brujas qui ont été génocidés par Julian, et sur l'ordre en fait de l'ancien prince, donc qui est Arconte, qui à la fin, Arconte évidemment, accepte de se faire tuer pour atteindre bon, plus ou moins Golconde, quoi. Juste avant de mourir, il y a tout un truc. C'est pas dit, mais conceptuellement c'est ça. Donc voilà, il y a des choses chouettes. Encore une fois, c'est pas un truc à foutre à la poubelle, mais c'est pas non plus un truc à regarder en se disant je vais avoir une super expérience télévisuelle en regardant un chef-d'œuvre ou des années 90. On est loin, par exemple, d'une série comme American Gothic, que moi j'aime beaucoup aussi, qui est une très très belle inspiration pour Demon the Fallen, ou des trucs de démons, qui était une production Sam Raimi où il y avait plus de thunes, où là vraiment on sentait que c'est une série qui aurait pu perdurer, qui était très très bien. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont des années 90, qui est cette décennie un peu perdue où on a fait beaucoup de tentatives de séries qui n'ont pas abouti, qui étaient très très bien. Mais bon voilà, c'est le jeu aussi, et je pense que alors évidemment, beaucoup de gens vous diront, mais si on refaisait une série Vampire la Mascarade aujourd'hui, et pour moi c'est mort parce que Vampire la Mascarade, c'est une série qui est vieille, quoi. On va pas se mentir, hein. La majorité des joueurs, à mon avis, qui jouent à Vampire, ont la quarantaine, voire quasiment la cinquantaine. Je suis pas sûr qu'il y ait un jeune. Je sais pas. Pour moi, ça me semble très compliqué à l'heure d'aujourd'hui, avec la direction plus que prend Paradox sur la gestion des licences, de faire une série télé. Faut pas oublier que par exemple Fallout, qui est censé cartonner aujourd'hui, a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de réticences à être produite. Elle coûte beaucoup d'argent et je suis pas si sûr en fait qu'elle marche aussi bien qu'on le voudrait. C'est juste que Jeff Bezos a une obsession sur les vieux médias en fait, donc les séries télé, le cinéma. C'est pour ça notamment qu'il a racheté la MGM, et c'est le seul en fait tech bro qui est intéressé là-dedans. Même si évidemment moi à titre personnel je conchis Amazon, mais ça c'est un autre problème. Faut pas oublier que la série Warhammer qui sort, sur laquelle tout le monde est en train de se dire ça va être génial, bah, c'est un peu pareil en fait. Elle ne fonctionne que parce qu'elle est backée par Henry Cavill, qui en gros a mis tout son poids et toute sa thune dans la production de cette série. Mais tant Games Workshop, on peut quand même dire que Games Workshop est l'une des séries qui marche le mieux, enfin l'un des gammes de jeux qui marche le mieux autour du monde et qui fait le plus de fric, mais ça reste quand même pour le grand public un produit de niche, et ça j'en suis sûr. Donc c'est pour ça aussi que vous voyez maintenant, donc il y a l'exploitation des super-héros, c'est essentiellement les jeux vidéo qui sont tapés, mais c'est des jeux vidéo qui sont universels. Ça va être Minecraft, ça va être, je sais pas moi, Super Mario, donc, et encore Super Mario, il y a eu beaucoup de tentatives. Donc je vois pas dans quel monde, pour être très méchant, le deuxième ou troisième ou quatrième jeu de rôle le plus sollicité au monde, et encore dans les années 90, serait en passe d'être ressuscité, quand il est beaucoup plus simple de créer une licence originale comme Vampire Diaries ou je ne sais quoi. Enfin, encore, je suis même pas sûr parce que je crois que c'était un bouquin à la base. Mais en gros, créer un univers un peu original, ou aller toper directement juste adapter un roman, où le roman n'a qu'un seul intermédiaire, pour faire autant de fric et générer, même si c'est repompé éhontément, je suis le premier à vous dire que True Blood, c'est quand même un peu du foutage de gueule. Et pour la petite anecdote rigolote, le
fils de Mark Frankel, en fait, est lui-même acteur, et vous l'avez vu, il ressemble beaucoup à son père, d'ailleurs. Vous l'avez vu dans House of Dragons, où il joue un chevalier, ce qui est assez marrant, un peu comme héritage. Quand j'ai vu la série, je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce mec, il me dit quelque chose. Et donc, comme quoi, son héritage perdure d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, en tout cas, c'est ce que je pouvais faire sur mes digressions sur Kindred Deliverance. J'espère que ça vous a plu. C'est un format évidemment très différent de ce que je fais d'habitude. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui, à mon avis, devait être fait. Et sur ce, bah, je vous souhaite une excellente journée et peut-être à la prochaine. Allez, salut!